Bonjour à tous et bienvenue à une autre édition de votre TVC Nouvelles du 1er octobre 2020. En manchette cette semaine, parlons de la deuxième vague de la COVID-19, la fin du sentier récréatif, le programme de subvention pour aider les commerçants de la région, la journée franco-ontarienne, une demande d'aide d'une résidente de Rockland et deux belles initiatives de résidents de Clarence Rockland. Nouvelle provinciale. Le gouvernement Ford confirme que plus de 70 millions de dollars a été attribué pour une campagne massive de vaccination contre la grippe. C'est environ 5 millions de doses, soit plus de 700 000 de plus que l'an passé, qui sera offert aux Ontariens et Ontariennes très bientôt. Nous tenons encore à mentionner que le port du masque devient toujours obligatoire. D'ailleurs, plusieurs contraventions ont déjà été émises pour les contrevenants ne voulant pas porter le masque. Le gouvernement encourage tous et chacun de bien vouloir porter votre masque et il est également important de sensibiliser vos enfants à l'importance du masque en ces temps de pandémie. La santé publique de l'Ontario prévoit que la deuxième vague de la COVID-19 atteindra son sommet vers la mi-octobre. En effet, on prévoit que près de 1000 cas par jour pourraient être déclarés. Mercredi, l'Ontario enregistrait 51 710 cas, dont 2 848 décès depuis le début de la pandémie. De ce nombre, 43 907 personnes ont été guéries. 3 nouveaux cas ont été déclarés hier, soit 2 à Russell et 1 à l'école Saint-Victor d'Alfred. On ne sait pas encore si c'est un élève ou un employé. Selon le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, en date du 30 septembre, la région du BSEO compte 51 cas actifs. On retrouve dans Prescott et Russell 14 dans Clarence Rockland, 6 dans la Nation, 6 à Russell, 1 à Alfred Plantagenet, 1 à Castleman, 1 à Hawkesbury et aucun dans Champlain et Hawkesbury-Est. Centre de dépistage. En date d'hier, 58 749 examens de dépistage ont été effectués dans les 6 centres du Bureau de santé de l'Est-Ontario. Le Dr Paul Roumeliotis explique que les centres de dépistage sont débordés et que le Bureau de santé de l'Est-Ontario joue davantage plus un rôle de coordination. Depuis jeudi dernier, on peut se présenter au nouveau centre de dépistage temporaire au volant dans le stationnement du parc aquatique Calypso à Limoges, et ce, 7 jours sur 7, de 9 h à 17 h. Le dépistage est offert à tous ceux qui sont âgés de plus de 1 an. Mis sur pied par le BSEO, en partenariat avec la région Est de Santé Ontario et le personnel paramédical de Stormont, Dundas, Glengarry et Prescott Russell, ce centre permettra un meilleur accès au dépistage pour les résidents de notre région et prévoit réduire le temps d'attente dans les autres centres de dépistage de la région. Dès la première journée, des vidéos ont circulé sur les médias sociaux. On pouvait voir une file d'attente atteignant plus d'1 kilomètre. Il est donc évident, mesdames et messieurs, que le problème risque de s'aggraver avec l'arrivée de l'automne, du froid et des grippes saisonnières. Le Bureau de santé de l'Est-Ontario, en effet, vise un nouveau segment prioritaire de la population pour le dépistage. À cause de la hausse subite du nombre de dépistages dans la région du Bureau de santé de l'Est-Ontario et dans la province, on priorise maintenant des groupes suivants. Les personnes qui présentent des symptômes de COVID-19, les personnes qui sont référées par la santé publique à cause d'un contact étroit avec un cas positif de COVID-19, les résidents ou travailleurs dans les milieux où une éclosion de COVID-19 est en cours, les personnes qui ont été référées par un professionnel de la santé et qui doivent être testées en réponse aux directives du ministère, les enfants et les jeunes ont droit à la sécurité et au bien-être.
Les Ontariennes et les Ontariens ont le devoir moral et l'obligation légale de signaler tout soupçon de mauvais traitement ou de négligence à l'égard d'un enfant. Octobre est le mois de la sensibilisation aux droits des enfants et des jeunes, à la sécurité et au bien-être, ainsi que l'occasion de célébrer la communauté qui s'occupe des enfants et des familles en Ontario. Le mardi 27 octobre prochain, la journée « Passer au mauve » vise à souligner l'importance de briser le silence et de dénoncer si ce droit à la sécurité est brimé pour des enfants qui nous entourent. Cette journée se veut une occasion importante de rappeler aux enfants et aux jeunes qui peuvent obtenir de l'aide dans Prescott Russell. En raison de la pandémie, des facteurs de stress additionnels pour les familles ont été provoqués et, dans certains cas, les risques pour le bien-être et la sécurité des enfants et des jeunes ont été accrus. Valoris vous invite donc à participer à cette journée en portant fièrement des vêtements et accessoires mauves. Les organismes et les commerces sont aussi invités à décorer de mauve leur porte principale en guise de solidarité. Un filtre pour photos de profil Facebook a été créé. Vous pouvez donc l'utiliser pendant le mois d'octobre afin de revendiquer pour le droit des enfants et des jeunes. Si vous soupçonnez que les droits d'un enfant ou d'un jeune à la sécurité ou au bien-être pourraient être brimés, nous vous invitons à communiquer Valoris au 1-800-675-6168 pour discuter de vos préoccupations. La COVID-19 fait beaucoup de ravages au niveau de la santé des gens, mais aussi il y a des effets collatéraux qui sont plus percutants ces temps-ci. TVC 22 s'est entretenu avec Mme Nicole Gaule au sujet de la Banque alimentaire. Comme vous le savez, plusieurs personnes ont perdu leur emploi et la demande d'aide augmente à tous les jours. De plus, il faut ajouter que toutes les initiatives par compte habituelles de levée de fonds pour la Banque alimentaire n'ont pas eu lieu cette année. Mme Gaule nous parle des difficultés rencontrées, le manque de ressources financières et aussi le manque de denrées alimentaires sont des éléments cruciaux pour notre banque alimentaire ici à Rockland. Et donc, voici un extrait de cette entrevue que nous avons faite avec Mme Gaule. Et là, Stéphanie, je ne sais pas si tu connais la Clarence Rockland. Oui. Cette communauté est généreuse. Oui. On avait besoin d'aide, puis ils ont répondu autant qu'ils pouvaient. Exact. Ça a été super. T'sais, on a aussi des commanditaires qui se sont présentés qu'on ne connaissait pas. Tu vois, là, ici, là, ce qu'ils appellent le Ontario Egg Board, c'est que, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, mais en tout cas, la famille ici de Saint-Isidore, OK? La famille, ils sont venus nous porter, il y avait 60 douzaines d'œufs par semaine qui rentraient gratuits. Alors, on a pu donner des œufs autant qu'on pouvait à toutes nos familles. On ne manquait pas d'œufs ici. D'habitude, on les séparait 6 pour les personnes seules, une douzaine, ça laissait le maximum. Tout le monde avait une douzaine, là. On y allait avec la douzaine, puis tout le monde en avait. Alors, je regardais là, ici leur nom, ici, là. C'est monsieur, madame, je les appelle toujours par le méchant nom. La Violette. La Violette. Juste toujours oui, c'est ça. La Violette. Bien, ces gens-là, là, tous les mercredis matins, ils venaient nous porter les œufs. Là, ils sont rendus maintenant aux 2 semaines parce qu'on a réduit les familles un peu. Oui. Alors, ils sont rendus aux 2 semaines. Ils ne nous ont jamais lâchés. Fait que... La fin du sentier récréatif de Prescott et Russell. Les comtés unis de Prescott-Russell ont voté mercredi dernier contre une entente de location avec Via Rail en ce qui concerne l'ancienne voie ferrée qui sert maintenant de sentier récréatif. D'un bout à l'autre du comté, ce sentier qui compte 72 km relie Ottawa et cette partie de l'est de l'Ontario qui est utilisé pour la marche, le vélo et aussi utilisé l'hiver pour la motoneige. Le rapport présenté sur l'évaluation des coûts pour le maintien du sentier récréatif pour les 10 prochaines années indique que les comtés unis auraient à débourser entre 400 et 600 000 par année pour ce sentier et pour sa sécurité. Selon certains maires, ces argents pourraient être dépensés à meilleur escient sur l'amélioration des routes, par exemple. Dossier à suivre. Toutefois, les gens qui veulent manifester leurs craintes ou ont des questions
sont invités à communiquer directement avec le président des Comtés-Unis, M. Pierre Leroux, maire de Russell. Des accents et des cédilles sur le permis de conduire et la carte santé de l'Ontario. Depuis lundi, les francophones de l'Ontario peuvent soumettre une demande à Service Ontario pour remplacer gratuitement leur permis de conduire ou leur carte santé pour une nouvelle carte comportant les caractères français. Les gens n'auront pas à payer pour obtenir le permis ou la carte de remplacement avec leur nom écrit en français. Ils devront présenter certaines pièces d'identité pour que la modification puisse être faite. Il serait préférable cependant que les gens attendent que le permis ou leur carte photo arrive à échéance pour faire le changement à cause de la pandémie. On demande en effet que les gens se rendent dans les centres de Service Ontario seulement en cas de nécessité. L'ajout de caractères français sur les permis de conduire et les cartes photos de l'Ontario est une première étape dans le plan de la province visant à rendre les caractères français disponibles sur tous les produits du gouvernement de l'Ontario, précise le ministère des Transports dans un communiqué. Santé mentale. La santé mentale est toujours un sujet tabou et souvent mis sous silence. Encore de nos jours, les services d'aide sont peu nombreux et souvent même coûteux. Nous avons eu la chance de discuter avec Mme Vesta McIntosh, qui a co-organisé un événement tout spécial pour sensibiliser les gens aux problèmes et aux stigmas reliés à la santé mentale. Écoutons cette entrevue avec Mme McIntosh. All right, hi everybody. I'm with Vesta McIntosh, and I am here to discuss a special type of initiative that she co-hosted with somebody else, or co-organized, may I say. Hi Vesta, how are you doing today? I'm doing very well, thank you. And how about yourself? Yeah, thank you. Much better than some people, I should say, because we want to talk about an initiative that you organize on September 26th. It's okay not to be okay. Can you talk to me a little bit about what is this initiative and what it talks about? So I started the event because I actually lost my father in May to suicide. And it just kind of made me realize it's not talked about enough. My family and I didn't know he had mental health problems. And so I guess that's how I've taken my grief, is to make awareness out of it and bring people together to talk about it more. And since starting the advertising for the event, I had a lot of people just send me messages to tell me their story about their own mental health or about people they've lost over the years. And it's been it's emotional, but also it's been very, I guess you could say, uplifting, because it's just so great to see that people do want to talk about it. And how many people have come up to me and said, there's not enough out there to remove the stigma that if you have mental health, there's something wrong with you. Someone told me, if you have diabetes, would you not take your insulin shots? Mm-hmm. So it's kind of the same idea, I feel, with mental health, that people are afraid to talk about it. They're afraid to get help for it because they think it's a weakness, or there's too much of a stigma behind it and people don't talk about it enough. So what I did was, the initiative is It's Okay Not to Be Okay, but we named the event Mental Health Awareness, one picture at a time. So we had people organized during time frames, and they came and I took their pictures and we talked a little bit in that 5 minutes that we were able to give them. And I look forward to doing it again in the spring. I'm going to ask you this question, Vesta. Do you think there's enough resources for mental illness here in the area? No, I don't. I actually have mental health issues, and I struggled a lot last year with it. And it was my husband that identified it for me, and he really encouraged me to go get some help. So I did go to our local clinic where I have my family doctor, and we talked a bit about it. And she did give me a list of psychologists, but I think, a psychologist is great, and I do highly recommend having someone to talk to, but I do think there should be more out there. Like,
you know, maybe a center where someone can just go and walk in and talk to someone right away, because not everyone has insurance or the funds for psychologists. So. Yes, that is true. So this initiative, was it to raise awareness, or was it to like raise funds as well for this this particular subject? A little bit of both. So as I kept saying to Maria, the woman who helped me organize the event, it's not about the money. I just want people to be able to come and talk to us. I want people to come out and show that mental health is important. It is important to talk about. And as I was taking pictures, donations were not required, but if they wanted to, that they could. And we ended up raising $1,725. Perfect. That's pretty awesome. I think it's a great initiative, and I think people should talk more about mental illness, of course. I hope that you guys will do more initiative. Do you plan on doing more initiative in the next months? I would like to do one in the spring, so after winter. Everything will depend, obviously, with the situation with the world. So if COVID becomes less intense, then I would like to do something where we can have it more family-oriented and individual-oriented. So like having a bouncy castle and just having maybe tables with people of who service the industry of mental health, where someone can go and talk to them, or have like a group session going on and then have someone come and talk about mental health with everyone. Because mental health isn't just adults, it's in children too. And, you know, I worry about my daughter who showed signs of mental health as young as the age of 4. Okay. So, you know, I think it's really important to be talked about across all ages. I think it's very important, because I do think that mental health is not talked about a lot, but it's also a lot of people are experiencing mental health. It's not just 1% of the population. It's at least a quarter of our residents, or or people that are around. So one on 4 person usually have mental health. Yeah, it is, and it could be as small as just having a hard day to not being able to go to a grocery store. So yes, there's a big spectrum there that people don't realize. So. I want to thank you for giving us this little interview. I want to ask the people to say it's okay not to be okay, just like you did with your initiative, and that if ever anybody have any concern with their mental health, well, to contact your doctor. Start with your doctor and then go from there. They'll help you with what are the resources here in the area. Thank you very much, Besta, for this interview. And congratulations on the next events. I'm pretty sure they're going to be a great success. I'm very excited and looking forward to it. So we're already planning. Félicitations, Madame McIntosh, pour cette initiative. Si vous avez des problèmes de santé mentale, nous vous invitons à contacter la ligne 211 pour en apprendre davantage sur les différents programmes et services offerts à la population. Marché urbain de Rockland. Nous avons toujours voulu avoir un marché frais pour soutenir nos commerçants et nos fermes locaux. Eh bien, nous avons rencontré Eric et Ryan, propriétaires du food truck Taco Rico et fondateurs du tout nouveau marché urbain à Rockland. Voici leur entrevue. Alors, bonjour messieurs et bienvenue. Merci beaucoup d'avoir pris quelques instants. Je suis avec les 2 copropriétaires du marché urbain de Rockland. Alors, messieurs, pouvez-vous vous présenter pour les gens de la maison? Oui, sûrement. Mon nom, c'est Ryan Hunt, un des propriétaires du marché urbain de Rockland. Puis moi, c'est Eric Daniel, je suis le conjoint de Ryan. On est des entrepreneurs de la région. Puis c'est nous qui avons fondé et démarré le marché urbain de Rockland. Oui. Donc, justement, les gars,
Le marché urbain de Rockland, ça fait combien de temps que vous l'avez parti? Parce que c'est une initiative qui est quand même assez nouvelle. Oui, en fait, c'est tout nouveau, Stéphanie. Ça a débuté au début du mois d'août. Quand je dis débuter, les idées ont débuté. Et de là, en quelques semaines, avec l'appui de la ville et de santé publique et toutes sortes d'autres gens, parce que comme vous savez, dans la période en ce moment, on doit être plus sanitaire, plus sécuritaire, on a aidé à mettre tout ça ensemble. Donc, la première semaine était mi-août, donc ça fait 6 ou 7 éditions, je ne me trompe pas, qu'on a. Et ça va courir jusqu'à la fin du mois d'octobre, jusqu'au 24 octobre. On a décidé le 31 de ne pas avoir un marché parce que, étant l'Halloween, les familles vont bien certainement avoir leurs mains pleines avec leurs enfants. C'est très bien. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut retrouver justement dans ce marché-là qui est tout nouveau ici à Rockland? Ah ouais, non, il y a tellement d'affaires, un peu de tout vraiment. Il y a des thés artisanales, du miel, comment tu dis ça, des tote bags faites à la main. De la couturier, oui. Il y a tellement de différentes affaires, c'est tellement le fun à voir les différents entrepreneurs de Rockland et les environs. Les environs de venir ici ensemble. C'est vraiment le fun à voir. Puis évidemment, on a les vendeurs tels que les fermiers, vendeurs de miel. On a un vendeur de wapiti, qui est du elk en anglais, donc de viande, qui est là, Tatanka. On a toutes sortes de beaux artistes et producteurs de la région qui sont là pour accueillir les gens de Rockland et des environs. Et en ce moment, où se trouve ce marché urbain de Rockland? Donc, si moi, demain matin, en fait, samedi, j'aimerais aller au marché, je vais où, juste? En fait, c'est facile de nous trouver. On est situé devant les jardins Bergeron et devant Taco Rico, qui est en fait notre restaurant également. Donc, c'est sur le chemin de la baie. Ça peut se voir de l'autoroute. Et on sort simplement la sortie du Walmart et du Rona et on tourne à la droite vers la station police. Et c'est sur le même chemin que la station DOPP, qui est très bien connue ici dans la région. Et on est dans le stationnement S. Donc, on est devant l'autoroute. C'est de la belle visibilité pour les vendeurs. Puis c'est facile de nous trouver pour les clients. En ce moment, combien de vendeurs avez-vous pour votre marché? En ce moment, on a un maximum de 15 vendeurs. On espère peut-être avoir un peu plus l'année prochaine, mais on aimerait ça garder ça un peu plus tight-knit, un peu plus proche ensemble. Rapproché. Rapproché. La distance avec le COVID, c'est sûr. Exact. Donc, dans le fond, on veut s'assurer de ne pas avoir trop de gens non plus en raison de la COVID, bien sûr. Est-ce que, si les gens sont intéressés d'avoir quelques informations supplémentaires, avez-vous un site web ou une façon qu'on puisse en savoir davantage au sujet du marché? Oui, absolument. Donc, ils peuvent nous trouver sur les réseaux sociaux ou à notre site web. Donc, présentement, le site web, c'est rocklandstreetmarket.com. Donc, c'est facile de nous trouver de cette façon-là. Et sur les réseaux sociaux, c'est également Rockland Street Market. Et bientôt, on aura également le nom francophone en main. Donc, on pourra être retrouvé par marché urbain Rockland. Mais pour l'instant, on doit faire la recherche avec le nom anglophone. Parfait. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Vous avez toute une initiative devant vous. Je crois que ça va durer longtemps. Je crois que la région de Rockland en avait besoin d'ailleurs. On est très d'accord. Et pour vous à la maison, si vous voulez absolument, là, il faut aller faire votre tour. Il reste encore quelques semaines. Alors, les samedis de 9h à 2h, à la ferme Bergeron ou au Lentec, ou comme vous voulez le dire, ou à côté du Taco Rico, tout simplement. Venez faire un tour au marché urbain de Rockland et venez faire la connaissance de Ryan et Eric. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Eric et Ryan. Je vous souhaite un franc succès dans cette nouvelle initiative. Demande d'aide urgente, un cri du cœur. Il y a quelques jours, un cri du cœur est venu d'une résidente de Rockland qui a affiché une demande d'aide pour sa fille Sophie. Cette dernière, souffrant d'une maladie très rare, réside présentement dans un foyer pour personnes âgées. Madame Lapensite sollicite l'aide de la population, les contacts, pour trouver un endroit adapté où pourraient cohabiter Madame Lapensée et sa fille. Voici son témoignage.
Alors, je suis avec Madame Yvette Lapensée. Madame Lapensée, est-ce que vous avez besoin d'appartements comme les besoins dans cet appartement-là? Un appartement comme genre avec probablement une rampe, parce que graduellement, on va probablement être comme, on n'espère pas, là, mais elle a un remplacement de la hanche, un remplacement d'un genou, elle a une plaque de métal dans la cheville, et puis elle est asthmatique chronique, elle a l'ostéoporose, ça fait que faut que ça soit un appartement vraiment adapté pour elle, pour le restant de ses jours. Donc, dans le fond, vous cherchez un appartement juste pour elle ou c'est parce que vous voulez demeurer avec elle aussi? Je veux demeurer avec elle. Je veux la reprendre avec moi. Parce que, comme j'ai dit, étant dans une résidence de personnes âgées, puis elle a 33 ans, c'est vraiment comme la seule solution que j'avais avant. Mais là, je suis prête à la reprendre avec ses besoins. Je veux, comme que j'ai dit, je veux lui donner l'affection, l'amour, puis d'en prendre soin pour qu'est-ce qu'elle a avec sa maladie et tout. Là, elle a besoin des soins particuliers. Et donc, Madame Lapensée, ça fait combien de temps que vous cherchez un appartement? Est-ce que c'est difficile de chercher un appartement pour ce que vous avez besoin en ce moment? Oui, c'est difficile, il y a un manque. Pour les personnes comme avec des besoins spéciaux, comme genre handicapé ou quoi que ce soit. J'aime pas dire le mot handicapé, mais les personnes le disent de même, là. Mais c'est difficile à trouver un appartement parce que il y a beaucoup d'appartements avec des escaliers et puis elle peut pas, comme avec sa hanche et graduellement, là, comme, et puis elle fait, comme j'ai dit, elle fait l'ostéoporose. Fait que ça va dégrader, même avec son âge, c'est jeune d'avoir sa maladie-là. Fait que c'est vraiment difficile à trouver un appartement. Je viens de faire le cri du cœur, oui, pour un appartement. J'ai eu des personnes qui m'ont écrit, mais encore, un, il y a des escaliers, et deux, c'est vraiment, les prix sont vraiment exorbitants, comme que je pourrais dire, là, le mot, là, sont très élevés, les appartements. Est-ce qu'il y a des organismes qui ont tenté de vous aider? Est-ce que, je ne sais pas, Valoris ou etc., ont des services ou ont cette possibilité-là de vous aider? Présentement, Valoris est dans le dossier avec ma fille, avec Sophie. J'ai demandé pour avoir comme des maisons exprès pour elle, mais la demande est tellement grande qu'il n'y a pas de place à nulle part. J'ai dit pourquoi pas la prendre avec moi et puis lui donner l'amour qu'elle a besoin, là, comme ça. Fait que non, il y a vraiment un manque dans la population pour. J'essaie de. Comme. Ils tombent dans une zone grise avec des retards intellectuels et puis là, ils mélangent comme. Tu sais, ma fille est avec des personnes âgées, elle ne devrait pas être avec des personnes âgées. Il devrait avoir quelque chose pour les enfants, les adultes. Il n'y a pas juste moi là-dedans. Là, comme il y en a beaucoup aussi qui, probablement, qui sont gênés de sortir de leur comme coquille puis ils ne veulent pas le dire, mais c'est un cri du cœur pour moi, pour ma fille, mais il y en a d'autres aussi dans le monde qui sont comme moi aussi. Là. Et donc, pour les gens qui veulent aider Madame Lapensée dans cette initiative, nous vous invitons à communiquer avec elle dans un message privé Facebook ou vous pouvez contacter la station et nous vous mettrons en contact ensuite. Eh bien, ceci conclut cette émission du TVC Nouvelles, édition 1er octobre 2020. Si vous avez des questions, si vous avez des idées ou des sujets qui seraient intéressants, nous vous prions de nous en faire part en nous écrivant au info@tvc22.ca. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et à la semaine prochaine.